Dans Home Cinéma, j'ai le plaisir de recevoir le scénariste, réalisateur, producteur Jean-Marie Poiret. Monsieur Poiret. Ah, comment ça va? Fils du célèbre producteur Alain Poiret. Je vous en prie, entrez. Ah, c'est chouette ici. Avec Patrice Lecomte, il est indissociable de l'énorme succès de la troupe du Splendide au cinéma. Avec lui, nous évoquerons son travail de scénariste, déjà lié à de grands succès de la comédie française des années 70. Il nous parlera de son rapport privilégié avec Josiane Balasco et Christian Clavier, du rôle qu'il a voulu confier à Louis de Funès, de l'influence de la pub et des débuts de MTV sur un film comme Les Visiteurs ou de l'expérience désastreuse de son remake aux États-Unis. Rencontre avec l'un des plus célèbres réalisateurs de la comédie française. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Jean-Marie Poiret, bonjour. Je suis ravi de vous avoir pour cette émission. Vous êtes un réalisateur populaire. Vous avez fait énormément de comédies, pas des moindres. J'ai fait que des comédies. Mais vous êtes principalement connu pour Les Visiteurs, qui a été un énorme succès. Qui a donné naissance à de nombreuses suites, même un remake. Vous avez fait des films de troupe. Vous avez été très très proche de la bande du Splendide. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël. Je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. J'aimerais revenir à vos débuts, lorsque vous étiez assistant réalisateur pour Molinaro ou Claude Autant-Lara. Est-ce que vous vous imaginiez vraiment avoir un parcours de cinéaste? Je n'avais pas vraiment l'intention de faire du cinéma, pour dire la vérité. Pourquoi? À cause de votre père, le célèbre producteur ou... Non, pas vraiment. Mes deux ambitions étaient l'une d'être écrivain, de préférence prix Nobel de littérature, ou alors la photo. J'adorais la photo. Pour les mannequins. J'adorais les mannequins. Voilà. J'avais vu Blow Up, Antonioni. Ouais. Et j'avais été très impressionné par les séances de photos avec le photographe qui était au-dessus de la fille. Alors voilà, j'ai hésité entre les mots et l'image. Finalement, j'ai été rattrapé par les films qui sont en fait une littérature moyenne avec une photo moyenne. Mais les deux ensemble font un produit assez sympa. Donc, mais je n'ai jamais décidé de rien, en fait. Curieusement, la vie a toujours décidé pour moi. C'est-à-dire que je suis devenu musicien par accident. Ouais. Je me suis mis à écrire des livres. Enfin, c'est pas encore de la littérature, mais je vais peut-être écrire un roman maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez des difficultés Parce que j'ai pris goût à écrire. Oui, et c'est pas aussi le fait d'être... De toute façon, pour l'instant, on me propose rien comme metteur en scène. Peut-être c'est une question d'âge. Oui. Si un producteur écoute, je suis libre de suite, pas très cher, et relativement talentueux, bon, avec des scores... Avec quelques millions d'entrées. Avec des scores, spécialement à la télé, qui font toujours des cartons. Et voilà! Il faut s'attraper les premiers jours, c'est mauvais signe! Bienvenue à Paris, Général Spence. En plein front! Pour l'instant, donc, je fais de la peinture. J'écris quand même un film en ce moment avec Pascal Thomas. Mais j'ai écrit tellement de films qui ne sont pas faits que... Ça, c'est le lot de tous les réalisateurs, non? Oui, c'est le lot des artistes. On connaît les réussites. Oui. D'ailleurs, je disais souvent, les flops, on les retire de son CV. Personne ne vous les demande jamais rien avec. La vinaigrette, je la fais à l'huile de noix ou alors au citron? C'est comme tu veux. Non, parce qu'elle chante peut-être encore bien, la Bernadette, mais alors, les valoches, bonjour. Ah bon, parce que toi, tu penses avoir échappé aux années, peut-être, hein? Ben, je sais pas si c'est le sport intensif, mais plus je mûris et plus je me sens en forme. Ah oui, d'accord, non vieilli, toi tu mûris. Et c'est avantageux comme formule, hein? Eh oui, mon vieux, je mûris, comme une belle pomme. Juste pour revenir à vos débuts, Monsieur Poiret, quand vous êtes premier assistant, à un moment donné, vous passez un cap important, vous commencez à être dialoguiste et à écrire pour des noms quand même... on pense à Audiard, à Lamoureux, enfin c'est quand même des gens qui pesaient dans l'industrie à l'époque. Comment vous êtes passé, en fait, de premier assistant à dialoguiste et co-auteur? Alors, j'ai jamais su. C'est très drôlement Jacques Audiard, un jour où je lui disais, je sais pas pourquoi ton père m'a engagé, il m'a dit pour faire chier le tien. Donc c'était... Parce que je veux juste rappeler que votre père, c'est Alain Poiret, oui, un producteur, qui est vraiment un des 300 films. Oui, enfin, un producteur de légende qui a contribué à la grande renommée de la société Gaumont. Donc, souvent, je fais des rencontres qui changent ma vie. Voilà. Et là, cette rencontre a changé ma vie. C'était à un cocktail chez Gaumont. Audiard y est allé avec les pieds de plomb parce que
C'était pas un film à lui, donc ça l'emmerdait. Moi, j'y allais... Je me dis, ça va nous économiser, avec ma copine, on s'est dit, ça va nous économiser un dîner. J'ai rencontré Michel Audiard là, qui m'a dit, mais vous êtes le fils d'Alain Poiret, oui, ah bon, il paraît que vous écrivez. On a parlé littérature, et là, une discussion mondaine de 2 minutes est devenue une conversation amicale qui en a duré 15 ou 20. Et vous étiez très jeune à ce moment-là. J'avais 20 berges, ouais, c'est ça. J'avais 20 ans. Ouais. Donc je lui ai dit, vous écrivez comme Balzac, parce que tout le monde vous trouve drôle, mais vous écrivez d'une façon incroyablement concise. Je lui ai dit, je suis ultra épaté par votre travail, parce qu'en fait, vous réduisez les mots, et c'est absolument fantastique. 6 mois après, alors que je crevais la dalle, je voulais plus faire assistant, j'étais devenu photographe de mode, ça marchait très mal. Voilà, au milieu de tout ça, on m'appelle, Monsieur Audiard voudrait vous voir. Et je me dis, il va vouloir m'engager comme assistant parce que j'avais senti que je lui avais plu. Donc je suis rentré, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, Michel, je suis venu parce que je vous admire, mais honnêtement, je ne veux plus faire assistant. Voilà. Et il m'a dit, mais pourquoi je ne vous ai pas fait venir pour ça? Je veux que vous écriviez des films. Voilà. C'était sur quel film? C'était son premier film comme metteur en scène. C'est pour pas prendre les enfants du bon Dieu pour les gars sauvages. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Je raconte que ça fait joli. Mais en fait, mauvaise surprise, quand je suis arrivé pour travailler avec lui, on était 7. Donc il n'y avait pas beaucoup de risques. Et puis 7, ça veut dire que vous allez diviser le salaire par 7. Bon. Donc déjà, mauvaise nouvelle aussi. Donc je me suis dit, oh là là, il va falloir que je me débarrasse, que j'assassine rapidement tous ces gens. Ça s'est fait tout seul, en fait, parce que j'avais tellement plus d'atomes crochus avec Michel que la plupart des gens autour de la table qu'ils ont commencé à dégager les uns après les autres. Oui, parce que vous en avez fait quelques-uns avec lui. J'ai pratiquement fait tous ces films comme metteur en scène. Je crains déjà d'être important, je ne voudrais pas être indélicat. Madame Marais est au courant, elle sait que vous êtes une ordure. Ah bon? Et ne voyez surtout pas en moi une future cliente. Mon mari sait tout. Dommage. Est-ce que c'est Audiard qui parle de vous à Lautner oui. et à l'Amoureux? Donc parce que vous faites certains films de Lautner, oui, vous oui. faites des films de l'Amoureux, les 7e compagnie, oui. vous écrivez, vous co-scénarisez la 7e compagnie. Je veux vouloir vin rouge. Eh bien sûr, monsieur, avec plaisir, vin rouge. Voudrais aussi à manger pour 4. À manger pour 4? Vite, on est pressé. L'Amoureux, c'est différent parce que l'Amoureux, je l'ai rencontré à travers mon père, ouais. Parce que j'avais fait des succès avec Audiard. Il s'est dit qu'il n'était pas content du premier scénario de la 7e compagnie, il ne le trouvait pas parfait, ouais. Donc il m'a demandé si je voulais être script doctor, ce qu'on appelle, c'est-à-dire étudier le scénario et le rectifier. C'est pas du halaï. Vous savez du halaï? Du halaï? Mon camarade, il veut du halaï. Allez chercher du halaï. Tout de suite. J'ai eu des propositions de tous les metteurs en scène français. Clouzot, Delannoy, Yves Boisset, Jean-Jacques Hano, Claude Chabrol. Donc, j'ai eu énormément de propositions. Elles ne se sont pas toutes faites. Il faut dire aussi que j'étais le genre à me casser quand je faisais une rencontre. J'avais un peu de pognon d'avance. Je partais vite en vacances. Mais jamais avec le désir de faire votre premier film. Vous n'étiez pas staccanoviste en se disant, voilà, je vais faire ça pour préparer mon premier film. Je ne pensais surtout jamais devenir metteur en scène. Parce que vous le faites relativement vite après. Oui. Les petits câlins arrivent en 77, je crois. C'est un accident, en fait. Le fromage à la fin d'un repas vous paraît-il indispensable, moyennement indispensable ou pas indispensable? Sans doute comme ça, vos questions. Moi, je préférerais un truc du genre... Tu me trouves jolie. C'est venu d'un hasard, en réalité, au cours d'un déjeuner dans lequel un producteur de films porno, il me dit « Personne n'a jamais pensé à faire un film porno intelligent ». Alors j'ai dit, écoutez, laissez-moi réfléchir. Puis le lendemain, je l'appelle, je lui dis, écoutez, c'est tout réfléchi. Vous voulez les passages obligés Ah oui, il m'a dit, mais vous allez faire la partie des dialogues et puis je prendrai une deuxième équipe. Vous savez, il y a des deuxièmes équipes pour faire la partie médicale. Et enfin, on a parlé, j'ai sympathisé avec lui et je lui ai dit que j'étais en train d'écrire un scénario pour des femmes
parce que j'étais horripilé par le cinéma français de l'époque. Où il n'y avait aucune représentation Il y féminine. avait, à part Romy Schneider, voilà, il y avait Romy Schneider, oui, et la plupart des femmes étaient des potiches. Et je dis, on voit que Belmondo, Delon, Noiret, De Funès, Gabin qui était encore là, plein de gens. En plus, je trouvais que les femmes avaient changé. Oui, c'est l'époque de La Maman et la Putain, de Jean Eustache. Alors bon, j'ai commencé à écrire voilà, ce film, et bon, puis le producteur de porno m'a dit ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il pensait qu'il allait faire du casting. Et puis, bon, comme il n'avait pas assez de sous, parce qu'il avait mal calculé son coût, il m'a dit je vais trouver un coproducteur, et il va voir mon père. Et mon père... on lui a proposé un film porno. Puis 3 jours après, il m'appelle et me dit « Ton père, c'est un tyran, on ne peut pas lui parler. Il me prend pour de la merde, j'ai l'impression. Bon, je pars. » Et d'ailleurs, le film a failli ne pas se faire. Dieu merci, Yves Robert, qui a vu mon embarras, a eu la très grande gentillesse de me dire « Je ne peux pas le lire. » Bon. T'as jamais vu une nana simulée? Ça vous arrive souvent de simuler? T'as pas dû très bien regarder. Faut sortir le dimanche. Ça, c'est quelque chose qui est assez symptomatique dans votre parcours. Vous êtes toujours rattrapé ou sauvé par le destin. Il y a vraiment quelque chose qui vous remet sur le rail, en fait, de la réalisation. Ouais, je suis sauvé par Victor Lanoux, par les gens. Ouais. Je suis sauvé par Victor Lanoux. Je suis toujours sauvé par les gens, en fait. Ouais. Voilà, et c'est comme ça que c'est venu. Pareil, vous voulez pas me payer? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu vas pas les croire? Fais pas le coin de rien. D'ailleurs, il s'est repassé la même chose à Victor Lanoux, et ça a été le même scénario. Parce que, oui, pour votre deuxième film, Retour en force. Voilà, mais dans les deux cas, mon père disait, bon, bah là, il faut qu'on trouve un metteur en scène. Puis après, c'était, et si on donnait sa chance à Pierre Cosson, qui est un très bon assistant, on donnerait sa chance à Tartampion, on donnerait sa chance à machin. Donc, à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai dit, pourquoi on ne donne pas sa chance à Jean-Marie Poiré? Donc, j'ai fait le premier, et le deuxième fois, pareil, j'ai écrit Retour en force pour Georges Lautner, parce que mon premier film a fait... Ça me fait marrer, parce que le premier film a fait pratiquement 500 000 entrées. Ben aujourd'hui, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est énorme. À l'époque, ça paraissait un flop. Mais je m'étais dit, bon, je vais revenir à mon métier. Donc, j'ai proposé Retour en force, qui n'est pas un film qui me ressemble beaucoup, parce que c'est un polar, qui est évidemment une comédie, que j'ai tiré vers la comédie. Mais qui est super, moi, je l'ai revu, Mais alors, ce qui se passe sur Les Petits Câlins, c'est que vous faites une rencontre qui va être déterminante. C'est Josiane Balasco. Déterminante. Sophie n'est pas là? Elle est partie faire les courses. Tu veux venir bouffer avec nous? On est 3. 3 nanas. Elle est en manque. À vous encore les mecs? Elle est déterminante parce qu'elle vous amène quelques années plus tard à l'équipe du Splendide. Oui. Bon, bien sûr, vous écrivez Les hommes préfèrent les grosses avec Balasco. Et vous le faites... dans des circonstances qui sont particulières, parce qu'à l'époque, il tournait Les Bronzés font du ski. Et je rencontre le Splendide. Ouais. À la vôtre, hein? Santé. Merci, hein. Puis bonne chance, surtout. Allez-vous chanter. Santé. C'est fort. Pour moi, ça a été une bouffée d'oxygène, parce que il faut comprendre la chose suivante. J'ai eu une carrière qui est partie comme une fusée, parce que dans la même année, j'ai écrit Pas de problème pour Georges Lautner et La 7e compagnie pour Robert Lamoureux, les 2 plus gros succès de Gaumont, et 2 films parmi les 10 premiers succès français. Donc en fait, évidemment, j'étais brusquement star de scénario. Et j'avais ce copain américain, et un beau jour, j'arrive, je dis, c'est fantastique, vu la recette qu'on fait, voilà. Il m'a dit, tu ne devrais pas te réjouir, parce que tous ces gens sont beaucoup plus vieux que toi. Ils vont disparaître et tu vas partir avec eux. Parce que dans la vie, il y a des toiles d'araignée qui se forment, des groupes, des bandes. Et il me dit, tu es avec une bande de vieux. Mais n'empêche que c'est resté dans le fond de ma tête. Donc quand j'ai rencontré le Splendide, j'ai dit, mais oui. Ça débouche la chiotte, ça. C'est pas une boisson pour mauviette. Je fais cette merde. C'est de la liqueur d'échalote. Mais c'est relevé au jus d'ail. Parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Bien fruité. Vous vous êtes un peu reniflé. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé directement avec Clavier. La rencontre, c'est Josiane, parce que, d'une part, je la trouve merveilleuse dans Les Petits Câlins, elle est absolument géniale. Ensuite, on est très, très amis. Il y a une complicité qui se forme. Deuxièmement,
Elle me montre une pièce de théâtre, je trouve qu'elle est brillante dans l'écriture. À l'école, j'avais une copine qui s'appelait Monique le cul. Ouais. Et ben, elle a épousé un type qui s'appelait Merdard. Il y a des gens marqués quand même, hein. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont suicidés, non? J'admire beaucoup l'écriture du Splendide. J'admire les acteurs du Splendide. Tous ces gens, je dis, voilà, là c'est une pépite. Je suis dans la maison. Je vais rester dans la maison un petit moment. Et je propose à Josiane d'écrire avec moi Retour en force. Et d'ailleurs, elle botte en touche parce qu'elle avait les bronzés fonds du ski à faire. Donc, j'ai été écrire avec elle pendant le tournage des bronzés fonds du ski. Je lui avais dit, tu fais un film où tu tournes pas tous les jours. Quand tu tournes, je vais faire du ski. Et puis quand tu tournes pas, eh ben, on travaille. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse. Après le tournage, il y avait des dîners. Donc j'ai dîné successivement avec tous les acteurs du Splendide, même avec Patrice Lecomte, d'ailleurs, qui est charmant. Bon. Et des amitiés, des affinités se sont créées. Et curieusement, l'affinité la plus forte a été avec Christian Clavier. Oh, j'ai les pilés de mon critérium. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Véritablement, d'ailleurs, j'ai vraiment eu une rencontre littéraire avec Christian Clavier, de la même façon que j'avais eu une rencontre littéraire avec Michel Audiard. Et ça m'a évidemment servi, parce qu'il faut quand même savoir que c'est Christian Clavier qui a été le décideur de moi, comme réalisateur, sur Le Père Noël est une ordure. C'est cela, oui. Ah oui, alors donc, bien sûr, c'est vous qui m'avez appelé, quoi. Oui. C'est cela, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Josiane, elle sortait d'un très gros succès sur Les Grosses. Donc, elle m'a proposé. Oh, pénible, ces mecs, ils arrêtent pas de me coller. Moi, j'aimerais bien qu'ils me collent un peu plus, tiens. Il faut savoir que Les Grosses étaient un plus gros succès que Les Bronzés à l'époque. Je me demande ce que vous faites avec tous ces acomptes. C'est pour vous acheter de nouvelles lunettes, sans doute. Non, monsieur. Je tâche de payer un appartement que je devais prendre avec un gros salopard qui s'appelle Paul Berthelot, vous connaissez? Si tu es venu là pour me faire une scène, ton avance, tu peux te la foutre au cul. Mais t'as pas le droit de me le refuser, pauvre con! Mais je vais me gêner, espèce de poids à tabac! T'as regardé sa caméra? Pas du tout! Tonneau! C'était même le plus gros succès. Donc elle a dit, Jean-Marie, je dirais vachement bien le faire. C'est toujours pareil, hein, ça, quand on n'est pas une grande connasse à mes 75. Avec des seins comme des obus, alors on n'est rien, on n'est que moche. Bah oui, mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je suis un pot à tabac, mais je réclame le droit de vivre, voilà! Merde! Eh ben, elle est pas gênée, celle-là, elle a foutu sa moumoute dans les huîtres. C'est déterminant pour la suite. C'est vrai que c'est une rencontre qui a changé totalement mon existence. Vous avez fait combien de films avec lui? Une dizaine? Oui, beaucoup, oui. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous intégrez un groupe et vous faites à la suite beaucoup de films qui sont des passages de relais entre l'ancienne génération, donc Blier, et la nouvelle génération. Est-ce que vous aviez conscience de ce passage de relais? Parce que comme vous êtes entre deux mondes, le monde de votre père et forcément le monde du Splendide, est-ce qu'il y avait cette idée de mélanger les comiques Oui, parce que c'était d'abord ma première analyse du Splendide, c'est qu'ils se pensaient incroyablement révolutionnaires. Et moi, je les trouvais incroyablement traditionnels. Et ils se trouvaient incroyablement révolutionnaires parce qu'ils avaient loué une bananerie, et puis ils avaient repeint tout, ils avaient appelé ça café-théâtre. C'était très malin, puisque personne ne les prenait dans les vrais théâtres. Mais en vérité, quand je voyais la pièce, je me disais, elle serait beaucoup mieux dans un vrai théâtre. Et d'ailleurs, très rapidement, ils ont acheté un vrai théâtre. J'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, ne risquez pas de vous tromper. Je pense qu'à l'époque, si ça n'avait pas été une pièce qui avait bien marché, parce que la pièce a eu énormément de difficultés à se monter, et je ne suis pas sûr que le film se serait fait. Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Tous les jours, le producteur du film, Yves Rousserroir, heureusement, il y avait le Splendide qui était producteur et qui me défendait. Mais tous les jours, le producteur était là. Mais il y a combien de prises? Mais il y a combien d'axes? Oh! Alors après, tout le Splendide faisait « Oh !» dès qu'il y avait des trucs. Et même, je trichais parce que, pour l'emmerder,
Bon, en général, on fait prise 1, prise 2. Moi, je commençais à 80. Donc la première prise, c'était 80. Donc quand je faisais la deuxième, j'avais écrit 82. 82 prises. Oh non! Mais parfois, c'est pas mal, hein, d'avoir un producteur aussi qui modère. Parce parfois, que c'est pas mal. il n'est pas question ici de comparer vos films, mais Le Père Noël est une ordure est un film complètement transgénérationnel. C'est vrai. C'est-à-dire que l'humour passe... Enfin, c'est absolument politiquement incorrect, c'est drôlissime. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Il y avait quand même cette notion de théâtre qui est très importante et qui relie, je ne sais pas, c'est quand même le même métier. Alors, il se trouve que quand on a écrit Papy, le producteur du film, qui était Christian Fechner, trouvait le budget beaucoup trop important par rapport à la valeur commerciale de Christian Clavier et de Martin Lamotte. Jetez ce type là dehors, c'est le roi des cons. Mais je vous en prie, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Mais vous portez des jugements un peu trop hâtifs, monsieur super résistant. C'est lui super résistant. Il avait dit il faudrait un nom d'une vraie vedette. D'où l'idée de proposer le rôle de Papy à Louis de Funès. Que vous aviez rencontré à l'époque d'Oscar. Que je connaissais très bien. Moi, Louis et moi, on était très amis. Et c'est vrai, la première fois que je l'ai connu, j'ai été stagiaire sur un film. Je crois que c'est mon premier film vraiment comme stagiaire. C'était lequel? C'était Le Grand Restaurant. Ah oui, génial. Je suis arrivé, j'attendais la voiture de Louis. Il est arrivé dans sa DS. On a ouvert une porte. J'ai tendu la main, il ne me l'a pas prise. Et je l'ai amené dans sa loge. Et il a piqué une crise de rage. La loge était infecte, tout dégueulasse. Ça, c'est honteux de me recevoir là-dedans. La table de maquillage. Voilà, il me hurle dessus. Bon. Alors j'ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous couper la parole, s'il vous plaît? Il me dit oui. J'ai dit, premièrement, je veux d'abord vous dire que je vous admire énormément. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous. Je trouve cette pièce épouvantable. Tout est dégueulasse ici. Vous avez oublié quelque chose. Elle pue. Et il me dit, ah oui, c'est vrai, elle pue. J'ai dit, voilà. Et maintenant, ne me parlez plus jamais sur ce ton. Je n'accepterai pas de devenir votre souffre-douleur. Et il me fait « Ah oui, vous avez raison, excusez-moi ». Et il est devenu un amour. Il a fait chier tout le monde parce qu'il était odieux. Sauf moi, j'étais le chouchou. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Et sur Oscar, c'était bien pire que ça. J'étais la seule personne qui riait sur Oscar. J'ai découvert avec stupeur un jour que je dirigeais le film. Parce que j'étais au fond sur un petit tabouret et je riais tellement que je mettais des pullovers dans ma bouche pour pas faire de bruit. Et puis un jour, on m'appelle. J'avais un rendez-vous galant. Et je prends un râteau. Donc j'étais dans le désarroi et dans le désespoir. Et donc je ne riais pas. Et tout à coup, j'entends 58e. Et après, j'entends 59e. Et tout à coup, je dis, mais 59e prise? Pourquoi? Et alors, je regarde et je vois Louis, les yeux rivés sur moi, qui faisait une gueule d'enterrement, et je comprends qu'il n'est content que si je ris. Son seul jugement, c'était que je ris au fond. Donc je fais, c'est bon, cette prise est bonne. Alors, c'est pas tellement qu'il attendait le regard, qu'il attendait qu'on s'amuse. Il adorait tourner avec Gérard Horry pour ça, parce que Gérard Horry était client. Et moi, je suis très client des comédies. Et les acteurs adorent tourner avec moi parce que je me marre. Et donc, c'est ça qu'ils attendent. Mais quand vous tirez sur votre nez, que vous faites des tourniquets avec, et que vous avez une équipe qui est comme ça... Non, ça va pas. C'est terrible. C'est-à-dire que vous êtes dans une solitude incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors sur Papy, fait de la résistance? C'est-à-dire qu'il est mort, c'est ça? Il est mort. Il avait accepté, sans lire... Même si c'était un petit rôle. Il voulait un petit rôle parce qu'il avait eu des problèmes cardiaques, il avait peur. Et il voulait deux choses. Un petit rôle et... ne pas avoir à faire des cavalcades, trop de trucs physiques, voilà.
Je dois dire qu'il avait une admiration énorme pour les acteurs du Splendide. Il allait beaucoup au théâtre, il adorait les comiques. Il avait félicité Clavier pour Papy, la pièce. Moi, j'ai toujours eu ce très, très bon rapport avec lui. Et puis, il est mort. C'est un grand regret, parce que j'aurais adoré tourner avec lui, évidemment. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant! Mais que se passe-t-il? Vraiment, je ne Pas la comprends peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis! Tiens, pendant que vous y êtes, rajoutez-moi les tickets de pain. Servez-vous, ils sont là sur la table. Ce passage de relais transgénérationnel entre la vieille garde, Blier, Maillan, Noiret... Ça s'est passé très mal parce que, en fait, tous ces gens voyaient un très mauvais œil que d'avoir... on ne sait pas, mais j'ai proposé le rôle de Jacqueline Maillan à Annie Girardot, qui m'a dit, mais c'est pas un rôle assez grand pour moi. Je peux pas avoir la même taille de rôle que Christian Clavier. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai dit, mais c'est un film choral. Je peux pas... Le film fait déjà 2 heures. Je peux pas rallonger 40 minutes, Annie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'à réduire les rôles des autres. Oui, bien sûr. Qui ont écrit la pièce de théâtre. Vous pouvez pas faire sauter votre bombe, il y a trop d'innocents à côté. C'est réglé comme papier musique, ma pauvre. À 10h, le spectacle est fini, tout le monde s'en va. Et à 10h15, feu d'artifice signé Michel Taupin. J'ai rendez-vous avec l'histoire. Ce qui est particulier, en plus, dans ces comédies, dans vos comédies des années 80, c'est qu'elles sont faites comme certains films de Melville, en fait. C'est dans un Paris ultra réaliste, avec une photographie quand même assez incroyable. Oui. Il y a quand même une cinématographie qui est déployée, qui est quand même d'ampleur, d'amplitude, même presque proche d'un certain classicisme, qui va contraster complètement avec vos films suivants, surtout la vague post-2000, où là, le rythme est très, très saccadé. Comment vous avez balancé, en fait, équilibré ce côté transgénérationnel entre une bande de comiques et l'aspect, la dimension esthétique de vos films? Parce que je suis un fervent fan, un admirateur de Gérard Houry. Oui. Je trouve que Gérard Houry était un très grand artiste, mais d'une famille d'artistes. Il a vécu avec des peintres toute son enfance, et il considérait qu'une comédie, ça devait être aussi beau qu'un grand film d'action ou un grand film d'aventure. La plupart des producteurs de comédie sont des gougnafiers. Ça marche, alors c'est pas la peine de dépenser, écoutez, ça fait marrer tout le monde. Alors allons-y, allons-y. C'est bien, allons-y, le décor est parfait. Bon. Lui, il disait pas du tout. Il prenait des grands chefs-op parce qu'il voulait de la très belle photographie. Et moi, j'étais très admiratif de ça. Et j'avais envie... C'est pas parce qu'on fait une comédie qu'il faut pas que le film... Il pas avoir des beaux costumes. Donc j'engage Catherine Leterrier qui fait les films de René et qui fait des films américains. Ouais. Et je prends un grand photographe et je prends le décorateur de Paris Brûle-t-il. Papier, bitte. Nous venons de chez Monsieur Murat. Ja. Bien. Raus. Halt, papier. Je suis avec ces personnes. Wir sind zusammen. Ja, papier. En plus, je crois que c'est pour ça que les films vieillissent bien. Je crois qu'il faut garder un standing de spectacle. C'est pas parce qu'on fait un film commercial qu'il faut... Qu'il se soit moche. Qu'il se soit moche, voilà. Bon. C'est la première fois qu'on ose m'interrompre. Même votre Führer en 33 a fait la queue dans ma loge. Vous faites un film... que personnellement j'aime beaucoup, je pense qu'on a dû vous le dire, qui a été un gros échec pour vous, qui a été un game changer, hein, vraiment qui a réorienté pas mal votre... Il y a du vin peut-être? Non. Vous voulez du vin? Pas du tout, pas du tout. Une bière? J'ai failli ne plus changer de métier après ce film. Oui, mais on va en parler parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai l'impression que esthétiquement il y a quelque chose qui s'opère là. C'est-à-dire que comme vous basculez dans la pub, c'est-à-dire que après l'insuccès de Mes meilleurs amis... Tu viens d'appeler Mes meilleurs amis. Oui, mes meilleurs copains. Pardon. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas marché. C'est déjà un mauvais titre. Personne ne retient. L'île de White, franchement, ça n'a rien de ringard. 1 million de personnes a écouté Dylan ou les Doors. Ah ouais. Moi, j'en suis resté décoiffé. On s'en est aperçu. L'île de White, quel souvenir. Parce que je n'ai pas rencontré 8 Allemands, mais alors, en revanche, 2 Espagnols de Séville. Ouais, attends, parle-nous les détails. C'est un film qui est charmant, que j'ai revu, vraiment, qui est vraiment charmant. Une étude de personnages comme ça, une bande de copains, enfin, la vie, quoi. Aujourd'hui, la vie est beaucoup plus cruelle qu'autrefois. On vit un mauvais cycle. Un beau cycle de merde. On est tous repliés sur nous-mêmes, là, chacun dans son petit coin, bloqués par la peur. Moi, j'ai peur. De toute façon, moi, j'ai toujours pensé qu'on était dans un monde de flippés. Je comprends très bien ce que tu dis, Eric. Ouais. Parce que la peur, c'est le grand problème entre les gens. Évidemment. J'ai beaucoup de tendresse pour ce film. En plus, c'est quand même pas mal basé sur ma vie, parce que c'est venu d'une discussion dans laquelle Clavier, un jour, m'a dit « Mais qu'est-ce que sont devenus
tes partenaires de ton groupe, les Frenchies, quand tu étais chanteur. Arrêtez de vous agresser, les mecs, là, ça pompe, ces discussions sans queue ni tête, qui foutent une mauvaise ambiance, chacun son karma, quoi. Le film se ramasse. Oui. C'est un gros Mon premier film comme producteur. Oui. Je ne dis pas l'angoisse. Et vous êtes vraiment vous êtes à un moment donné fauché, et Ardisson vous appelle pour vous proposer de faire de la pub. Oui. Encore un coup de peau. La pub, on ne fait pas de pub tant qu'on n'en a pas fait. Il se trouve qu'une pub tellement mauvaise, tellement nulle, accablante, que même le metteur en scène, qui était là pour le pognon, a dit « je peux pas ». Et l'acteur dit « ah, mais moi, je veux travailler avec un metteur en scène de cinéma parce que je fais cette pub uniquement parce que je veux rencontrer un metteur en scène de cinéma ». Et donc, il a cherché, puis il a dit « Poiret, appelons-le ». Donc, il n'a pas fait difficile. Il m'a dit, t'as déjà fait des pubs? Non, c'est pas grave. Par contre, tu tournes après-demain, tout est prêt, les costumes, tout, et ça fait à dire moteur. Voilà. Donc un coup de bol, mais incroyable. Là-dessus, on m'appelle, ding, 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 le téléphone sonne, tu fais de la pub, on peut voir ta bande, c'est-à-dire le démo dans lequel on montre ces autres pubs. Je dis, j'en ai fait qu'une, on peut la voir. Ah non, j'ai dit, vous pouvez pas la voir parce qu'elle n'est pas finie. Pas grave. Et je fais une pub avec Junio, qui fait un carton dans la pub pour Radiola. Attention derrière! Oh! Arrête l'image! Après, j'ai fait 100 pubs. Donc, c'est vrai que... Mais est-ce que c'est pas un changement esthétique aussi? J'ai l'impression qu'il y a le rythme qui change. Oui. Il y a même l'image change un peu. C'est-à-dire que vous osez des choses qui sont plus proches des acteurs. Les focales changent. Oui. Et est-ce que c'est à cause de la pub? Parce que simplement, vous avez eu beaucoup... C'est à cause de l'expérience. C'est ça. C'est-à-dire que d'abord, il se passe plusieurs choses. Quand on fait une pub, on a 30 secondes. Ouais. Il n'est pas question d'avoir tenté une. C'est 30 secondes, c'est coupé. Je me suis aperçu à ma grande stupeur, que c'était des fois difficile, hein, mais qu'on arrivait à raconter une histoire très complexe en un temps défini très court. Deuxièmement, j'utilise beaucoup plus les focales larges. C'est aussi parce qu'elles se sont développées. Brusquement, on s'est mis à avoir des tas de focales larges différentes, de bien meilleure qualité. Parce que le 18 d'autrefois était absolument dégueulasse. Des formats, vous aviez un pif comme ça. Alors, dans les visiteurs, je fais exprès qu'il y ait un pif comme ça, c'est autre chose. Bon. Mais là, je n'utilise même pas une grande focale. Je prends un fisheye, c'est-à-dire que je mets clavier, le nez contre l'objectif. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Et puis, le monde avait changé. Le monde avait changé. C'est-à-dire que les clips arrivent. Et moi, je regardais mon fils qui regardait la télé, et il regardait la télé. Il zappait. Il y avait plusieurs chaînes. Il zappait. Paf, 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 paf. Et il avait peur de s'ennuyer. Il mettait en plus une cassette. Et au cas où vraiment il ne trouvait rien de bien, il allait dans la cassette. Bon. Et il revenait dans le film, et je me disais, mais c'est marrant le film, on a l'impression qu'il n'a pas bougé. On est à la même scène. Si vous voyez un film à moi et que vous ratez 2 scènes, vous pouvez rentrer chez vous. Il faudra le voir la prochaine fois parce que vous avez tout paumé. Mais il y a beaucoup de films, vous ratez 3 scènes, vous allez pisser, vous allez chercher une bière, vous revenez avec, vous revenez, le film n'a rien changé, vous êtes au même endroit. Ça n'a pas bougé. Voilà. C'est aussi une réflexion que je me suis faite. Mais vous l'avez poussé loin. Peut-être. Parce que dans Le Dernier Visiteur, M. Poiret, c'est pratiquement sous amphétamine. Et pourtant, je ne prends pas de drogue, enfin plus. Il voilà du bon crottin pour la flander! Viens, attrape ça et régale-toi! Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Robert, on est à table. Je crois que c'est le public qui vous dit quoi faire, parce que... Est-ce que c'est pas le succès, plutôt? Non, parce non, que, c'est l'impression... Parce que le succès des Visiteurs est quand même colossal, mais là, vous établissez, en fait, vos codes esthétiques, enfin, certains codes esthétiques que vous allez développer par la suite. Oui, j'ai développé surtout la réflexion suivante, c'est que tout film est possible et agréable à voir la première fois. Même si c'est très long, il peut y avoir des belles images, des trucs, vous regardez ça, on vous présente une histoire la première fois. En vieillissant, je me suis aperçu qu'il y avait des films que j'avais beaucoup aimés, et puis ils repassaient à la télé, je faisais « Oh, non !» Bon. Et je cherchais autre chose. Et il y avait le rythme de MTV. Et en plus, moi, je suis chanteur de rock. Et la pub m'a montré qu'on comprenait tout à un point incroyable. J'avais un plan, mais qui durait pas 1 seconde. Ah, sa femme, je la connais. Non seulement elle est gentille, mais en plus elle est vernie. C'était une femme qui gagnait, et elle poussait un cri comme ça. Je fais, 2 ans plus tard, la suite de ce film. C'était la femme
de Guy Marchand dans le premier film. Dans le deuxième film, il fait la cour à Lio. On a oublié qu'il est marié. Yves et Claire, Oui. 9 coups de foudre. L'annonceur a reçu 10 000 lettres de gens pour dire c'est honteux, il trompe sa femme. Mais pour moi, c'est une réflexion incroyable. Je me dis, ils se souviennent d'un plan d'une seconde dans un film, mais le public est dément. C'est pour ça que je me dis pourquoi je m'emmerde. Je vais faire des films plus rapides parce que par contre, c'est plus agréable à revoir. Est-ce que c'est pas aussi plus amusant à faire? Parce qu'on a l'impression qu'avec C'est beaucoup Clavier... plus cher à faire, c'est ça oui, le problème. mais il y a quelque chose, avec le succès démentiel des Visiteurs... Oui, je suis producteur après. Voilà. Donc c'est moi qui décide de ce que je fais. Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? OK? J'ai l'impression que, bon, Les Visiteurs, le concept est génial. C'est un concept, vous en avez souvent parlé, que vous aviez préécrit quand vous étiez jeune adolescent ou même enfant. T'es malade? C'était malade? Oh là! C'était malade! C'était malade! C'était malade! Est-ce que le succès des Visiteurs, est-ce que vous l'espériez? Est-ce que vous vous imaginiez avoir un succès pareil? Est-ce que aussi le casting, parce que je pense que le casting est déterminant, l'idée de génie, c'est Reynaud, avec Clavier. Qui avait marché dans Cornet de Bif. Tout à fait. Et qui est d'ailleurs devenu un triomphe à la télé par la suite, avec des scores à 12,5 millions, des choses comme ça. Ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a quand même une prime au film pas emmerdant. Je suis désolée, monsieur, mais je ne peux pas déranger le directeur. Il est en réunion avec le comité des travailleurs. Non, c'est urgent. C'est une question de vie ou de mort. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Il a sûrement fini, il doit emmener sa fille passer le concours Tchaïkovski. Et c'est sa chambre. Oui, c'est ça, essayer sa chambre. Il doit roupiller. Quand il refuse de te parler, c'est toujours la 240, la chambre du directeur. 240, 241, 242, 43 et 44. Et ça, les 5 postes. J'ai eu la chance de remonter plus rapide Twist Again à Moscou. C'est presque un slapstick. Voilà, les Allemands ont voulu acheter le film très cher. Mais par contre, ils étaient embarrassés, parce qu'à l'époque, l'Allemagne était coupée en deux. Ouais. Et chaque fois qu'ils passaient des trucs très anticommunistes, ils avaient des problèmes diplomatiques, parce que les Russes hurlaient « Ah, vous faites des trucs !» Donc, on achète le film, il faut enlever un certain nombre de gars qui vont choquer. Et où allez-vous passer le réveillon? Dans les Carpates? Non, à Leningrad, chez Alexei. J'ai reçu le Bristol ce matin. Igor a toujours les relations là où il faut. Ils ont un yacht de 22 mètres. Nous sommes partis en Suède prendre le petit déjeuner sans contrôle. Un ministre ne va tout de même pas montrer son passeport. Donc on m'a montré les coupes. J'ai refusé les coupes telles qu'elles étaient présentées. J'ai dit, je vais faire les mêmes coupes. Je vous enlèverai tout ce qui vous plaît pas, mais laissez-moi le monter de façon correcte et pas à la hache. Et on pouvait raconter la même histoire avec 11 minutes en moins. Bon. Donc, et le film s'est mis à marcher très bien à la télévision, tout à coup. Et les gens me disaient, ah, je me souvenais pas que c'était aussi nerveux. Ah, t'as une glacière spéciale? Ah, merde! Glacière! On me reproche souvent un montage épileptique, des choses comme ça. Bon. Ce sont des techniciens qui me disent ça parce qu'ils regardent les films avec un regard... Moi, quand je vois un film, s'il y a un micro dans un coin, je le vois tout de suite. On n'a pas le même regard, vous n'avez pas le même regard que les gens. Quand j'ai fait Les Anges Gardiens, qui était un film où j'ai accéléré beaucoup le montage, j'étais un peu obligé pour des raisons de format aussi, parce qu'on ne voulait pas que je dépasse 2 heures. Alors j'avais un doute et j'ai fait venir plusieurs classes de lycée. Me casse la gueule! Je leur ai posé des questions. Le film, est-ce qu'il est trop rapide, normal, pas assez rapide? Prends-en au moins une petite bouchée, pour faire la comparaison. En plus, tu lui rends service. Il est bourré de cholestérol. Regarde, cette crème au beurre. 90% des réponses normales. Pas assez rapide, 3 personnes. Trop rapide, 0. J'ai dit, les gamins voient plus vite que les vieux. C'est où? Vous croyez où? Au cirque?
pas fait. Tu m'as envoûté. Je deviens ma boule. C'est du dédoublement de personnalité. Vous étiez derrière moi, alors chacun son tour. Ta gueule. Viens avec moi, toi. Vous êtes ici, dans la maison de Dieu. Comportez-vous de manière décente. Je me comporterai de manière décente le jour où tu m'auras exorcisé. Donc c'est vrai que petit à petit, j'ai coupé les gens qui viennent du fond de la pièce. J'ai coupé des choses comme ça qui n'ont pas d'intérêt, en fait. Donc c'est des moments magiques, d'ailleurs, c'est des moments où on s'amuse. Moi, j'adore faire des trucs comme ça. Monsieur, j'ai un doute affreux. Je me demande si, en fin de compte, ce Roman Lichen n'est pas de ma famille. Pardon? Il vient de hurler Montjoie, qui est le cri de guerre des chevaliers français. Hein? Il vient aussi de hurler que trépasse si je faiblis, et ça, c'est la devise de Godefroy le Hardi. Le premier conte, c'est la devise de notre famille. Vous auriez pu avoir ce doute affreux plus tôt. Vous ouvrez votre bouquin Rire est une fête avec cette rencontre avec le Mercier où il vous a dit non pour le 2. J'aimerais savoir comment vous avez vécu sa défection. Est-ce que vous pensez que ça a porté préjudice à l'entreprise Visiteurs au sens général? Je pense que oui. Les Visiteurs ont été le plus gros succès de l'année, donc j'avais une statuette. Les Anges Gardiens étaient le plus gros succès de l'année, donc j'ai eu une statuette. J'étais persuadé que j'aurais une statuette pour Les Visiteurs 2, et c'est mon père qui me l'a volée avec le dîner de con, à 500 millions de près. Donc il était ravi, il m'a dit, bah t'as vu bon. Et je pense que s'il y avait eu le Mercier, on aurait fait plus que le dîner de con. D'une façon assez injuste, parce que Muriel Robin n'était pas du tout mauvaise. Monsieur Jacquard est parti dans votre époque. Vous avez compris? Oui. Alors c'est impossible de laisser Monsieur Jacquard dans votre époque. Oui. Bon, alors nous sommes d'accord, il faut arranger ça. Mais ils avaient le souvenir de l'autre. C'est ça, c'est dément. Si elle avait joué le premier film, ils auraient dit, elle est incroyable. Bon, parce qu'elle jouait comme Maillan. Ah, vous êtes là. Tenez, goûtez-moi cette souplette. Ça va vous plaire, monsieur Houille, c'est bien corsé comme vous aimez. Et on a dit, elle copie le Mercier. C'est pas du tout vrai. Elle est fait beaucoup plus bourgeoise, elle est beaucoup plus posée, elle est beaucoup moins chic que Valérie, qui est une bourgeoise un petit peu simili fermière noble du... Mais qui est très belle quand on la regarde bien. Oui, non mais... Parce que le Mercier, elle est tout et son contraire. Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis? C'est une villette de manants. Cousin, je vous en prie, c'est une petite bicoque sans prétention, d'accord, mais elle est très bien conçue, on a passé des soirées formidables. Je crois quand même que beaucoup de gens étaient heurtés. Beaucoup de gens étaient déçus et beaucoup de gens n'ont pas été parce qu'ils se sont dit « Ah non, on en aimait beaucoup le Mercier. » J'ai pas compris pourquoi elle le faisait. J'ai supplié, j'ai imploré. Oui, voilà. Vos premières pages du bouquin sont assez... Et j'ai commencé par ça parce que c'est la question que tout le monde vous pose. Qu'on m'a posé le plus dans la vie. Pourquoi elle n'a pas fait? Demandez-lui. Regarde, le Hardy. En dehors, une vague ressemblance. Ok, c'était quand même un gros macho crétensien hyper poilu qui devait puer de la gueule comme... Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais évoquer avec vous la débâcle américaine. Hein? Oh merde! Que faites-vous dans ma chambrine? J'imagine que ça a dû être sacrément douloureux, mais pourtant ça avait commencé plutôt bien. Ah, ça a commencé très bien parce que on m'a acheté le film pour faire un remake. J'étais formidable. Et je pense qu'on vous a très bien acheté le film. Ah oui, très bien. Tout était bien. De ce côté-là, tout était bien. C'est John Hughes. J'ai jamais vécu comme ça aussi. Mais John Hughes... John Hughes, formidable, très sympathique. Réalisateur comme il achète le truc, il dit c'est fantastique et voilà. Et moi, j'en ai rien à faire. Et quand il me dit ouais mais les remakes c'est toujours raté, puis je dis je m'en fous. Il y a eu un remake américain du Père Noël, qui était un film les plus mauvais qu'on ait jamais fait, avec Steve Martin. J'ai dit tant mieux. J'ai touché beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce que John Hughes n'aurait pas pu le faire ou un autre réalisateur américain? Je n'ai pas eu le courage de résister au chèque qu'on m'a proposé. Voilà. Ventre Dieu! John avait été abasourdi par les effets spéciaux des Anges Gardiens. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, il m'a dit, je voudrais que tu fasses le film. Et j'ai dit non. Alors, j'ai été un peu bêta parce que un jour où il donnait plus de nouvelles, au bout d'un an, j'étais dans le bureau du patron de Gaumont de l'époque et Clavier, ils font, mais comment ça se fait que John ne nous rappelle pas? J'ai dit, c'est parce que j'ai refusé le film. Mais non, il s'en fout d'avoir toi comme metteur en scène. Ça m'a un peu vexé.
Je ne le cache pas, et c'était une erreur. Ce qu'on fait en étant vexé est une connerie. Il ne faut jamais se laisser avoir quand on est vexé. Je suis rentré à la maison, j'ai envoyé à l'époque, il y avait des fax. John, finalement, je vais faire le film. 10 minutes après, j'ai dit, allô? Hi, Jean, how are you? Alors, tu veux faire le film? J'ai dit, oui, je veux faire le film si il est beaucoup changé, si ceci, si tu m'aides, si blablabla, si ceci. Puis le lendemain, j'ai rappelé les autres, j'ai fait, alors, bon. Et après, j'ai dit, mais quelle connerie j'ai fait! Mais quelle connerie j'ai fait! Qu'est-ce que je peux faire pour me se tirer de ce mauvais pas? Et alors, j'appelle à mon avocat et je dis, qui est la personne la plus payée de l'histoire du cinéma américain qui ne soit pas américain? On me dit John Woo. Ben, je dis, tâche de savoir combien il touche parce que je vais demander plus. J'ai demandé un pourcentage qu'aucun metteur en scène n'a jamais eu. Et on m'a dit oui à tout. Et après, j'ai demandé, j'ai fait chier avec des chambres d'hôtel, il me faut une Rolls, il me faut ceci, il me faut cela. J'ai fait la star chiante et tout passait. Donc il y a un moment, tu te dis, bon, ben tant pis, après tout. Je veux dire que ce que tu fais, tu fais aussi ça pour gagner ta vie. Merde! Embouteillage Delta Michigan. À cheval! Attention! Monsieur Poiret, j'ai une dernière question pour vous. Dans votre bouquin, vous écrivez au chapitre « Rire est une fête », il y a une citation d'Albert Einstein. Vous dites « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. » Oui. Quelle direction vous avez choisie? Je pense que ma vie a été un miracle, oui. C'est tout simple. Je voulais être artiste. Quoi? Je ne sais pas. J'ai d'ailleurs essayé d'être chanteur, ça a foiré. Bon. Je fais des tableaux aujourd'hui. L'angoisse qu'on a quand on veut être artiste, c'est qu'on crève la faim, les artistes. Écrire des trucs, des conneries, et être payé pour ça, alors qu'on s'amuse tout le temps, si c'est pas un miracle, expliquez-moi. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Poiret. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. Vraiment. Et si Santa rimait avec cinéma? À l'aube des fêtes de fin d'année, profitez d'une guirlande de films scintillante pour petits et grands et de l'esprit de Noël dans l'ambiance feutrée des salles de cinéma. Viens, Chiara, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'une destinée qui allait changer notre vie pour toujours. Bonjour, je m'appelle Taka, et toi? Mufasa. Taka, tu es le futur roi. Ne sympathise pas avec les lions errants. Je suis pas un lion errant. Je suis juste perdu. Je vois la terre des lions derrière l'horizon. Vous devez trouver votre place dans le cycle de la vie. Oh, les amis! C'est Zazu. Ne le mangez pas. Magnifique. Un autre marginal que nous n'avons pas le droit de manger. Il était une fois l'histoire de Mufasa, le père de Simba. 5 ans après Le Roi Lion, le réalisateur Barry Jenkins signe un préquel qui revient sur les origines de la légende avec la même énergie. On pourrait éclairer un village d'Afrique pendant 1 an. Moi, je sais pas si j'ai bien fait d'assister pour qu'ils viennent. Vous aimeriez, vous, qu'on vous mange le foie à Noël? Mais maman, on avait dit plus de ça. T'as acheté une dinde fermière? Vous en avez rien à foutre de la planète tous les deux? Bûches glacées et réchauffement climatique sont-ils compatibles? On m'a volé mes enfants. Eux, là, en bas, là, je sais pas qui c'est, mais c'est pas mes enfants. À l'aube du réveillon, Didier Bourdon et Noémie Lvovsky se prennent le chou avec leurs enfants sur la composition du menu de Noël. Est-il durable et écologique? Que ce soit le vin de la mer, que ce soit le vin du Nord, je t'abreuverai du sang des taureaux. Présenté à la semaine de la critique cannoise, ce western féministe prend le patriarcat par les cornes et plante ses banderillas dans l'univers macho des courses camarguaises.
Je crois que j'étais attaquée par un taureau. Un conte fantastique porté par Oulaya Amamra, César du meilleur espoir féminin en 2017. Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas. Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Suleiman, Moi, j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. Suleiman, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien dans 2 jours. On maîtrise l'histoire. Construit comme un documentaire, ce thriller social dénonce les galères d'un sans-papier et révèle Abou Sangaré, un comédien non professionnel saisissant, auréolé par le prix d'interprétation masculine dans la section Un certain regard à Cannes. Martin zegt dat ze van Brussel zijn. Hopla! En we doen vuren, hè? Chin chin. Hey! Het jij is verliefd geweest? Ja, dat is het leukste gevoel ooit, hè? Oh my god, hij is zo knap. Je kunt toch toegeven dat hij knap is? Dat zou toch keihard zijn als ik dat zou zeggen? Ik val toch niet op jongens? Les premiers sentiments amoureux provoquent un vrai chaos chez le jeune Elias, 14 ans. Un drame familial qui plante son décor entre Bruxelles et Gand. Vous n'allez pas sauter, Damien. Les papiers sont là. Mais pourquoi vous les avez appelés? Ça fait 6 fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif. Je crois que j'ai enfin une solution pour vous. Nous allons arrêter nos séances. Non. Et je compte bien vous revoir. Ah ouais? Alors quand ça? Quand vous aurez décidé de trouver l'amour. Débarrassé. Je suis tellement contente qu'Alice vienne avec son nouveau chéri. Moi aussi. Non. Sur nos 30 ans de mariage, À chaque fois que je t'ai présenté quelqu'un, t'as pas pu t'empêcher de l'analyser. ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je vais chercher la moindre des choses. Oh la vache! Docteur Roger? Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? All You Need Is Love. C'est ce qu'un illustre psychanalyste campé par Christian Clavier tente de faire comprendre à Baptiste Le Caplin, son patient très angoissé. Querida Molly, uma inesperada viagem de trabalho obrigou-me a deixar Rangoon. É desagradável contratempo, olhei à minha vontade. Desculpa. Muito amor, Edward. Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o grande tour. Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigon. Vim para me casar. Molly, veio de Londres para se casar comigo, mas eu perdi a coragem e fugi. Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura. Vou atrás dele. Embarqué pour un voyage virtuose en Asie, prix de la mise en scène à Cannes cette année, ce grand tour tragicomique planté en 1918 relate l'épopée romantique de Molly la têtue. Elle court derrière son futur mari qui, lui, la fuit parce qu'il a changé d'avis. Home Cinéma se pose pour les fêtes et moi je vous retrouve début 2025 avec grand plaisir.